Mesdames et messieurs, l'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions d'être venus tous si nombreux pour assister à ce concours d'éloquence. Nous en parlions encore récemment, que nous pourrions aussi appeler concours de plaidoirie, qui se déroule donc aujourd'hui dans la chambre civile de la Cour d'appel. Pour ce concours, nous avons eu le plaisir de constituer un jury de professionnels. Je vais me faire le plaisir de vous les présenter. Madame Tarard, procureure générale de la Cour d'appel de Bourges. Monsieur Dominique Messinéo, maître de conférence. Monsieur Bressot, président du tribunal de grande instance de Bourges. Madame Karine Laurent-Bouteau, maître de conférence. Monsieur Cyril Saint-Thèse, maître de conférence. Madame Stéphanie Janet, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bourges. Et Madame Élodie Mitterrand, directrice de greffe de la Cour d'appel de Bourges. Ce jury est présidé par un invité d'honneur et nous avons le plaisir cette année de recevoir M. Antoine Garapon, qui est tout d'abord un magistrat, issu de l'école de la magistrature en 1980 et qui a exercé des fonctions de magistrat, notamment de juge des enfants à Valenciennes, qui a exercé également à Créteil, dans la région parisienne, et qui a également été maître de conférence à l'École nationale de la magistrature. Actuellement, M. Garapon exerce donc les fonctions, je ne me trompe pas, de secrétaire général de l'Institut des hautes études de justice. Mais c'est aussi, et je pense que beaucoup d'entre vous le savent, un écrivain, un animateur de radio, une personnalité du monde du droit qui a publié de très nombreux ouvrages sur des thèmes extrêmement variés qui abordent tous les thèmes relatifs à la justice, que ce soit la justice des mineurs, que ce soit le droit international, et qui très récemment a édité un dernier ouvrage en 2018 sur la justice digitale. Je vais laisser la parole à Madame le procureur général pour ses mots de bienvenue et nous aurons le plaisir de l'entendre et de lui laisser présider ce concours de réponse. Oui, je vais être très courte parce que je sais que les candidats à ce concours ont la pression qui monte pour nous faire partager leurs prestations. Je voulais simplement moi aussi m'associer aux mots de remerciement de Madame le Premier Président sur les personnalités qui ont bien voulu composer ce jury et préparer ce concours d'éloquence et bien évidemment remercier M. Garapon pour l'honneur qu'il fait à notre cour d'appel et à la faculté de droit d'avoir bien voulu se déplacer et présider ce concours d'éloquence qui augmente le prestige de cette journée. Monsieur Garapon, et comme l'a dit Madame le Président, est un magistrat d'abord, un magistrat d'expérience, un magistrat qui a fait et qui fait réfléchir les magistrats, c'est important, que moi j'ai découvert d'abord au travers de la réflexion que vous aviez conduite sur la symbolique de la justice, cette symbolique à laquelle nous sommes très très attachés, mais sur laquelle effectivement nous pouvons régulièrement nous poser des questions, nous interroger et sur l'évolution que l'on peut constater. Donc j'espère que voilà, vous tous, jeunes étudiants qui avez tout votre parcours professionnel, toute votre carrière professionnelle à faire, vous sentez bien l'honneur qui vous est fait de pouvoir vous exprimer aujourd'hui devant un magistrat de haut vol et un philosophe du droit. Voilà, c'est ainsi que je vous qualifierai. Je dirais que le meilleur gagne, parce que de toute façon, on aura le challenge. Je vous laisse la parole, Monsieur Garapon. Eh bien, merci beaucoup, Madame la Première Présidente, Madame le Procureur Général, Madame le Bâtonnier, chers professeurs et collègues du jury. Tout le monde m'entend ? Ça marche. Ça
marche. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Noël, mes remerciements pour cette invitation qui m'enchante de découvrir votre belle ville et votre belle cour d'appel. Et vous avez choisi de traiter pour ce concours d'éloquence, et d'après ce que j'ai compris, qui est également un concours de plaidoirie, une affaire difficile, complexe, qui regarde un sujet sur lequel effectivement je travaille avec Jean Lassègue. Je crois que nous sommes à une période particulière parce que nous sommes à la fin d'une fascination qu'a exercée la justice digitale, l'intelligence artificielle sur les esprits, et qui suscitait un fantasme de remplacement qui a été partagé par nombre de professions, c'est-à-dire la crainte de voir l'intelligence artificielle, la robotisation, l'informatique remplacer les professions. Et c'est ainsi qu'on a parlé de justice prédictive, en croyant à tort que les machines pourraient rendre la justice à la place des juges. Les avocats ont la même crainte, et il est vrai qu'il y a des modifications majeures à tous les niveaux. Aujourd'hui, il est possible d'avoir un constat d'huissier plus fiable peut-être qu'un constat d'huissier pour 2 € avec une start-up qui s'appelle WeProve, ou une photo qui est à la fois géolocalisée et puis horodatée, part dans un serveur sécurisé et va pouvoir certifier un certain nombre de choses et toute la richesse de l'image. Donc c'est une révolution considérable, mais nous rentrons dans une deuxième époque. Deuxième époque est une époque dans laquelle l'intelligence artificielle, l'informatique, va remplir un rôle d'expertise, certainement, dans certaines parties d'un dossier, mais il faut abandonner le rêve ou le fantasme ou la crainte de la voir se substituer un jour au juge. Donc, les modifications sont très importantes, mais l'enjeu qui est posé... alors, je ferai quand même, avant de continuer, je ferai une exception pour la blockchain. Je crois que la blockchain pose des questions absolument majeures parce que c'est elle qui pousse le plus loin ce que les juristes appellent de plus en plus aujourd'hui la légalité. A privatif, légalité. Ce n'est plus l'illégalité, ni bien sûr la légalité, mais qui est la possibilité offerte par la technique de s'émanciper totalement du droit, parce que le droit est contenu dans des codes, dans des formules numériques, des algorithmes, et donc qui permet ce qu'on pourrait appeler une sorte de crypto-anarchie, et qui rend les transactions sur la blockchain non régulables. Alors là, je crois qu'il y a et la blockchain arrive à maturité plus ou moins en ce moment. Elle continue de poser beaucoup de problèmes, mais elle nous réserve bien des surprises et à mon avis, aux juristes, bien de fil à retordre, parce que la légalité est incorporée à la structure. C'est même plus du legal design, c'est véritablement une gouvernance par une infrastructure numérique infalsifiable, immodifiable, d'une autonomie qui n'est pas totale mais presque, et donc et qui va intervenir dans la vie du droit sous forme de registres certifiés et infalsifiables en matière de propriété mobilière, mais aussi pour tout ce qui est des marchés à petits objets, à petit nombre d'objets, comme les diamants, comme les chevaux de course, comme les voitures de collection, comme l'art, etc., et qui va poser, je crois, demain énormément de problèmes. Mais pour revenir au droit de tous les jours, le véritable enjeu, c'est comment on va intégrer le numérique, comment on va l'intégrer dans le droit. Et donc, c'est plus la question de son autonomie, mais c'est la question de encore une fois, son intégration, alors qui pose énormément de difficultés de toute nature.
de toute nature. Je crois qu'elle exige des juristes d'inventer des règles de validité scientifique, de transposabilité. La transparence numérique n'a rien à voir avec la transparence pour les juristes. Une information, en théorie, pour les matheux, n'a rien à voir avec l'information comme preuve, comme fait prouvé, établi dans un dossier judiciaire. Et donc, on ne peut pas importer comme ça de manière immédiate et un peu sauvage des concepts dans le droit. Il y a une préoccupation de loyauté procédurale qui est extrêmement importante, qui est le cœur du métier de juge, qui est de savoir comment est-ce que on va pouvoir garantir des valeurs sacrées du procès, comme l'égalité entre les parties, comme l'impartialité, avec des pans de dossiers qui seront réglés par une matière que nous ne comprenons pas nécessairement. Donc, on sait aussi, c'est un sujet sur lequel on travaille à l'École nationale de la magistrature, on fait un séminaire tous les 15 jours sur droit et mathématiques. Ce qui est très intéressant pour l'acte de juger, c'est que là, on n'approche pas une procédure numérique comme et un procès et un dossier entièrement numérisé, digital native, c'est-à-dire qui n'a jamais connu, qui n'est jamais passé par une transposition matérielle sur du papier, eh bien, on ne va pas le lire et le comprendre de la même manière. Là, on ne comprend pas de la même manière un dossier dans lequel on rentre par mots-clés et par association que par un dossier qu'on lit. Et on découvre cette chose qui paraissait tellement intimement liée à l'acte de juger, on découvre que finalement la lecture d'un dossier n'est qu'une modalité de compréhension d'un dossier. Donc c'est la structuration des écritures qui va en Allemagne, il y a un code couleur qui permet automatiquement de montrer quels sont les points sur lesquels les parties sont en accord, qui sont surlignés en vert, quels sont sur les points sur lesquels ils sont en désaccord, qui sont surlignés en rouge. Et donc ça permet aux juges de rentrer très rapidement dans un dossier, peut-être trop rapidement, et de ne plus avoir cette narrativisation qui fait partie de la compréhension et de l'acte de compréhension d'un dossier. Ce qui est certain aussi pour les juges, c'est que le numérique fait apparaître un nouveau registre de connaissances, en quelque sorte, qui n'est ni de la jurisprudence, ni du droit, qui est la réalité de la masse de la production judiciaire sur un point de droit donné. Et par exemple, une start-up a montré récemment que les juges français, alors que la cause présomptive de divorce, l'adultère n'est plus une cause présomptive de divorce depuis la loi de 1975, eh bien, les juges continuent de surindemniser lorsque un adultère a été prouvé, ce qui est absolument caractéristique. Mon maître Carbonnier, avec qui j'ai fait ma thèse, nous avait expliqué que les juges ont toujours tendance à appliquer des lois qui n'existent plus, parce que c'est leurs mécanismes mentaux. Et donc, vous voyez à quel point cette justice digitale, cette intégration du numérique va poser des problèmes nouveaux et inédits. Il va aussi poser beaucoup de problèmes parce que le numérique fait trembler toutes les distinctions fondamentales sur lesquelles ma génération de juristes avait appris le droit. Des distinctions comme nature-culture. Aujourd'hui, on peut décrire le comportement humain à partir de méthodes statistiques issues de la mathématique financière ou par intelligence artificielle. On se demande sujet-objet. Ce sera le cas de notre débat de cet après-midi. Substance-forme. À partir du moment où, numériquement, il est possible de copier un fichier tout en le gardant, de le vendre tout en le gardant, c'est des problèmes qui sont déjà bien avancés et bien connus par des juristes. Cause-conséquence, conséquence-corrélation, comportement-décision.
À partir du moment où des logiciels peuvent saisir et intégrer le comportement judiciaire d'un juge et de le mettre en lien avec la décision. C'est ce que fait l'ex machina aux États-Unis à propos des juges américains. Donc vous le voyez, les enjeux sont très nombreux, très profonds, très passionnants aussi. Et par certains côtés, je vous envie de vous trouver de l'autre côté de la barre cet après-midi, parce que votre carrière de juriste sera une carrière qui sera très certainement très attentive, polarisée par ces questions du numérique, parce que toutes ces... Je crois beaucoup, j'ai l'intuition, peut-être me trompais-je, que ces questions sont tellement nouvelles que on se dirige vers une sorte de common law mondial pour le numérique, dans lequel chaque pays, chaque nation contribue à sa manière pour essayer d'opérer cette intégration. Et donc c'est le débat qui va nous occuper cet après-midi, et je crois que la méthode du mock trial, du procès fictif, celle que vous avez adoptée pour ce concours d'éloquence, est la bonne, parce que elle permet comme ça d'imaginer. J'ai découvert que l'imagination des gens qui ont construit ce cas est extrêmement fertile et féconde. Elle a imaginé des tas de choses sur cette affaire dont nous allons débattre cet après-midi, qui est véritablement une affaire de procès fictif, parce que elle mélange des choses qui sont possibles, mais qui ne sont pas encore, heureusement peut-être pour nos concitoyens, qui ne sont pas encore advenus. Alors, je rappelle les faits très succinctement. C'est une affaire qui engage plusieurs parties du monde matériel, donc d'un titulaire d'une propriété immobilière, mais qui a deux gardiens doublés de deux robots qui agissent en interaction, et qui, les deux robots étant des machines réglées avec un logiciel de deep learning, donc qui est particulièrement difficile à intégrer par le droit, parce que le deep learning, c'est une manière d'apprentissage par soi, et qui n'est pas complètement, qui n'est pas facilement saisissable par les informaticiens eux-mêmes. Voilà. Et puis un drame se produit, un drame de la confusion, parce que Monsieur Edmond Brave, se déplaçant avec une canne ancienne, un objet de collection qui peut prêter à confusion, donne lieu à une mauvaise interprétation des robots. Et les robots interviennent de manière intempestive, et je n'en dis pas tellement plus, parce qu'après ça sera les faits qui seront débattus. Mais enfin, après une échauffourée générale et confuse, ce malheureux monsieur Edmond Brave décède d'une crise cardiaque. Et donc, les services de police interviennent, le ministère public est saisi, et une des poursuites pour homicide volontaire, contre le syndicat de propriétaires et la société RoboSécu18, qui est donc la société qui détient ces robots et qui les a formés, semble-t-il. Et bien sûr, les deux agents personnes physiques, Paul et Jean, sont poursuivis pour homicide volontaire, et c'est ce procès qui va être examiné cet après-midi, qui sera l'objet de cette compétition. Alors, on va essayer de suivre les règles d'un procès ordinaire, et donc je propose de donner successivement la parole, et bien sûr à la partie civile, puis ensuite à l'accusation, au ministère public, et puis à la défense
aux différentes équipes de défense, puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont mises en cause dans cette affaire. Alors, les parties civiles, alors, voilà. Vous avez la parole. Monsieur le secrétaire général de l'Institut des hautes études de la justice, Madame le Premier Président, Madame le procureur général, Mesdames et Messieurs les membres du jury, j'interviens aujourd'hui pour le compte d'une femme brisée, témoin d'un acte d'une rare violence qui a emporté l'amour de sa vie. C'est par un coup de foudre que sa vie a été chamboulée une première fois, et c'est par une atteinte portée au cœur de son mari que sa vie chamboulera de nouveau. En 2021, nous ne sommes plus face à une peur imaginaire, mais un danger réel qui nous menace, nous et notre humanité. On parle actuellement d'une avancée technologique ayant la capacité de s'adapter au comportement humain, d'apprendre et d'évoluer. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il leur manque un cœur, cette capacité à ressentir des émotions. Au sein de chaque être vivant, on peut observer un état émotionnel. Cependant, même le plus performant des robots ne pourra ressentir des émotions. Les émotions se forgeant grâce aux relations sociales qui se distinguent d'un comportement préétabli. C'est cette absence de conscience qui a conduit les robots à non pas détruire une seule vie, mais un ensemble de vies, en commençant par celle de ma cliente. Il est important de rappeler le comportement dangereux des robots. Ils ont porté atteinte à l'intégrité physique de M. Hénon Brave en se jetant violemment sur sa personne. Cet acte est de pure violence gratuite, car il faut le rappeler, cet homme se trouvait sur la voie publique et non dans une propriété privée. Il marchait paisiblement aux côtés de son épouse et était muni d'une simple canne qui lui permet de tenir sur ses deux jambes fébriles. Comment voulez-vous qu'une telle personne, âgée de 90 ans, représente une quelconque menace? Cela ne fait que prouver la dangerosité de ces robots qui blessent et tuent un être humain. Et ce sont ces mots, au sens du code pénal, qui permettent de qualifier ces robots d'armes dangereuses. Cette qualification va nous permettre d'affirmer la responsabilité des accusés ici présents. On va commencer par la société RoboSécu 18, qui met à disposition ses ressources humaines et technologiques pour garantir la sécurité de ses clients. Ce qui est alors reproché à cette société, c'est d'avoir permis la création, le développement, mais aussi l'offre d'armes robotiques. Au-delà de ces faits, la société peut être tenue pour responsable dans le cadre d'une délégation de pouvoir faite à ces deux agents. Ces deux agents de sécurité, Paul et Jean, ont mis en état de fonctionnement les deux robots qu'ils avaient à surveiller. Or, rappelez-vous, les robots sont une arme. Le simple fait de les mettre en marche est comparable à un individu qui appuierait sur la gâchette de son pistolet. C'est pourquoi l'utilisation de ces robots reflète l'acte matériel constitutif de l'infraction. De même, je vous renvoie à la jurisprudence de mon mémoire qui indiqua que l'intention homicide peut s'apprécier au regard de l'arme utilisée. Les robots sont une arme dangereuse. Si on utilise une arme dangereuse dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne, il est alors clair que l'on veut commettre un meurtre. Les deux agents ont voulu commettre un meurtre. Quant au syndicat des copropriétaires, ils sont complices de l'homicide volontaire de par leur vote en assemblée générale unanime pour l'utilisation de ces robots dangereux. Ils sont complices par le fait qu'ils ont permis la commission de l'infraction. Il est clair que sans ce vote, Madame Brave n'aurait pas perdu sa raison de vivre. Pour le cas où le ministère public requalifierait les faits en homicide involontaire, les deux agents ayant agi pour le compte de la société, ils ont commis une faute d'imprudence et de négligence de par leur comportement qui était tout sauf professionnel et sécuritaire. En effet, en arrivant sur la scène, les deux agents n'ont pas cherché à apporter assistance à une personne âgée, en danger et fragile. Au contraire, ils ont même repoussé le groupe de jeunes venus aider M. Hénon Brave. Au lieu de calmer la situation, ils n'ont finalement fait qu'envenimer les choses. Leur manque de professionnalisme est ici indéniable. De par la délégation de pouvoir qui leur est transférée, la société reste tout de même responsable. De plus, le syndicat des copropriétaires reste complice de la commission de l'infraction de par leur vote en assemblée générale. Dorénavant, je vous laisse avec ma consoeur qui va établir la liste des pertes immenses qu'a subies ma cliente.
Je m'appelle Rémi Makida. Monsieur le secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice, Madame le Premier Président, Madame le Procureur général, il m'appartient à présent de distinguer deux façons possibles de perdre la vie. Tout d'abord, il y a la mort dite naturelle, qui survient tout simplement par l'écoulement du temps, et puis il y a la mort dite provoquée, qui survient par un acte extérieur, un acte matériel, le fait provoqué par quelqu'un. D'aucuns diraient que la mort sourit à tout le monde et que les frais liés à celle-ci sont effectifs. Dans le cadre d'une mort naturelle, il paraît évident que ces frais sont à la charge des proches, mais lorsque la mort est provoquée, on peut exiger aux auteurs de celle-ci d'apporter leur contribution à la réparation de leurs actes néfastes. Comme il est coutume d'apporter des soins à la personne décédée, ainsi que de procéder à l'achat d'un cercueil et autres nécessités, il est de droit que les responsables de la mort de M. Brave puissent payer ces frais d'obsèques. Maintenant, au-delà de ces frais de sépulture, il faut bien comprendre que la mort de M. Brave crée un préjudice s'étalant dans le temps. Madame Brave ne va que percevoir partiellement la retraite du défunt. Certes, il y a la pension de réversion qui va lui permettre de percevoir une partie de la retraite du défunt, mais cette pension est insuffisante pour pallier aux dépenses quotidiennes. Madame Brave va devoir restreindre sa consommation de tous les jours. Cela s'illustre notamment par sa maison où elle demeure seule et où elle va devoir assumer les frais. Elle va donc être amenée à changer de domicile auquel elle était fortement attachée. Ou, avant ce déménagement, elle va devoir payer des frais et des factures trop chères pour sa seule rémunération. Avec cette seule rémunération, elle va devoir, avec les nouvelles charges quotidiennes et conséquentes qu'il faut bien prendre en compte, parce que par ces charges supplémentaires, j'entends les frais liés à son état psychologique. D'ailleurs, selon l'avis des médecins, l'état de santé de ma cliente est gravement compromis, et cela pour le reste de sa vie. Il faut aussi comprendre que le stress post-traumatique par la reviviscence de la scène n'a pas que seulement détruit le mental de ma cliente, mais également ses capacités motrices. Elle ne peut plus se laver seule, elle ne peut plus aller au supermarché, elle ne peut plus vivre seule tout simplement. D'ailleurs, cela est similaire au film de l'étrange histoire de Benjamin Button, où Madame Brave subit une désadultisation qui s'illustre par le fait qu'elle aura besoin d'une assistance au quotidien. Où elle aura besoin d'une assistance au quotidien, tel un enfant qui n'a pas, voire peu d'autonomie. C'est pourquoi il faut prendre en compte ces frais liés à ces séances psychiatriques, également le prix des médicaments, où d'ailleurs vous trouverez une ordonnance en annexe de nos conclusions. Il faut bien comprendre que ces différents frais médicaux aggravent la situation financière de ma cliente. Or, du vivant de M. Brave, ma cliente saine d'esprit, vigoureuse, ne supportait aucun de ces inconvénients. L'homicide est la cause de ces inconvénients. Et les auteurs de celle-ci doivent en assumer les frais. Dorénavant, il convient d'insister sur la perte émotionnelle qu'a subie ma cliente, et c'est pour cela que je laisse la parole à mon confrère ici présent. Merci. Monsieur Meunier-Léo, représentant de la partie civile. Monsieur le secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice, Madame le Premier Président, Madame le Procureur général, Mesdames et Messieurs les membres du jury, comme le dirait Henri-Frédéric Amiel, la solitude étouffe, assombrit et dessèche. Cette solitude peut être liée à la perte d'un être cher, la perte d'un proche,
et elle serait tant dévastatrice. Dans l'affaire qui nous concerne, il me faut rappeler certains faits. Monsieur et Madame Brave ont vécu plus de 60 ans de vie commune. Cela représente plus d'un demi-siècle de relations fusionnelles, émotionnelles, charnelles et de construction de vie familiale. Madame Brave a perdu un époux, mais elle a également perdu un père de famille, apprécié de tous. Et ces quelques mots que je viens d'évoquer ne permettent pas en soi de se rendre compte de la perte immense qu'a subie ma cliente. Effectivement, M. Brave était son pilier affectif, sa base émotionnelle. Et au cours du temps, elle va en oublier son visage. Elle va en oublier son rire. Elle ne sentira plus sa présence, ni son souffle autour d'elle. M. Brave lui a ainsi donné une chance, certes, qui ne nous est pas donnée à tous. La chance d'aimer, d'être aimé, la chance de partager la vie à deux, mais également de vieillir et de mourir à deux. C'est cette fin de vie qui a été arrachée aux époux Braves. Effectivement, l'homicide de M. Brave a empêché les deux époux de vieillir ensemble et de finir leur vie ensemble. A fortiori, je dirais même que les auteurs de l'infraction n'ont laissé à Mme Brave que des images de chaos, des images de stress intense, l'empêchant ainsi de dire simplement au revoir à la personne qu'elle aime. Au-delà de cette perte émotionnelle et de cette perte sentimentale, il me faut souligner la perte physique qu'a subie ma cliente. Effectivement, malgré son âge avancé, M. Brave l'aidait dans l'accomplissement des tâches quotidiennes, des actions de la vie courante. Enfin, je tiens à rappeler à la Cour ici présente l'importance que revêt cette affaire et l'importance de la portée qu'aura sa décision. Effectivement, nous nous trouvons aujourd'hui face à un vide juridique, à un vide législatif. Il faut bien rappeler que l'on ne se trouve pas face à de simples choses, ni de simples machines comme une caisse automatique qui scannerait un code barre ou un aspirateur autonome. Aujourd'hui, on se trouve face à un robot capable d'apprendre, capable de réfléchir, mais également capable d'agir physiquement sur un individu. Un robot dénué d'émotions, dénué de sentiments, sans compassion. Un robot qui blesse et qui tue des êtres humains. Une technologie qui enlève la vie. Aujourd'hui, c'est un homme de 90 ans, vulnérable, sans capacité motrice ou du moins très réduite, qui a perdu la vie face à ce robot. Mais permettez-moi de vous demander quelles seront les prochaines victimes de ces technologies. Un enfant de 7 ans qui joue dans la rue avec un pistolet factice et face auquel le robot ne fera pas de différence. Et la prochaine victime, pourquoi pas une femme agressée dans la rue et qui cherche à se défendre? Dans une telle situation, le robot sera-t-il en mesure de faire la différence entre l'agresseur et l'agressé? Face à ces deux exemples, on comprend aisément la dangerosité représentée par ces robots. De plus, j'ajouterais que le manque cruel de contrôle humain sur ces armes ne fait qu'aggraver son aspect dangereux. Ainsi, la portée qu'aura votre décision pour encadrer ces intelligences artificielles et ces dérives sera immense, car elle s'adressera à tous et participera à protéger les plus faibles face aux dérives de l'intelligence artificielle. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions, peut-être maintenant ou après, à la fin. Très bien. Alors, du coup, je vais donner la parole au ministère public, à l'équipe du ministère public. Je m'appelle Zina Seba. Monsieur le Président, Mesdames les chefs de cour, Messieurs, dames de la Cour, nous sommes le 28 mai 2021 et au regard de la pression médiatique aux portes de ce palais, un nouveau sujet s'offre à nous, celui de l'avènement de l'intelligence artificielle dans nos vies. Alors oui, le Parlement a certes d'ores et déjà commencé à débattre sur la question de l'établissement d'un potentiel statut à ces systèmes. Mais vous le savez comme moi, le législateur n'est jamais pressé. D'ailleurs, il n'a même pas ne serait-ce fait qu'une esquisse de proposition. Pourtant, toutes ces technologies font partie intégrante de notre quotidien. Ce sont des drones qui nous livrent le courrier. Les transports en commun se conduisent seuls. Et qui ici n'a pas entendu parler du nouveau Thermomix? Vous savez, ce robot qui prépare des repas en fonction de notre humeur, du temps qu'il fait, ou même de ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Pourtant,
Toutes ces évolutions n'auraient pu voir le jour si nous nous en étions tenus au peu de droits préexistants qui jusqu'alors accordaient de l'importance à ces matières, tant leur réticence, tant leur indécision ne le permettaient pas. Et c'est d'une part le cas du droit international humanitaire. C'est sans doute la matière qui s'est de prime abord le plus opposée à la consécration d'un tel régime. Et ceci n'est pas sans lien avec les robots qui sont ici impliqués. Il y a d'abord des conventions internationales qui interdisent littéralement aux États d'user et de posséder certains types d'armes à déclenchement automatique, parce que cela est contraire à certains principes de droit de la guerre. La question des armes létales autonomes est également soulevée à de nombreuses reprises. Mais là encore, la réticence à ton égard subsiste, bien qu'en dépit des interdictions, de nombreux États les utilisent. Plus proche de nous, le CNRS a également soulevé ces questions d'éthique. La CNIL a donné son avis, l'Union européenne à plus forte mesure. Et tous ces organismes poursuivent le même dessein. Mettre l'intelligence artificielle au service de l'homme, et non l'inverse. Parce que finalement, si toutes ces réflexions n'ont toujours pas de consonance en droit, c'est sans doute parce que l'homme a peur de franchir un cap. Peur qu'un jour, la création dépasse le créateur. Combien ici n'ont jamais craint qu'un jour, ils soient remplacés dans leur métier par ces robots, craint qu'un jour, ils ne puissent plus servir à notre société, à l'image de la démultiplication de ces humanoïdes policiers au Koweït, ou encore, ici chez nous, de l'avènement de la justice prédictive. Nous en parlions. La réticence, semble-t-il, est surtout propre à notre pays. Parce que oui, dans de nombreux États, on a d'ores et déjà passé ce cap. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, qui, il y a quelques années, a attribué la nationalité à une humanoïde, Sophia. Vous savez, elle a même permis de faire avancer les débats autour de la place de la femme là-bas. Parce que Sophia, elle se permet de sortir seule, sans être accompagnée d'un homme, sans être voilée. Et pourtant, qui peut l'atteindre? Pourtant, il nous est encore rétorqué que tous ces systèmes autonomes ne peuvent jouir de telles réflexions parce que, n'étant pas conscients, leur discernement serait limité. Et cela pourrait s'avérer être un danger pour l'homme. Mais que dire alors des personnes morales? Que dire des animaux? Que dire encore des combattants qui, à l'image des Américains en Afghanistan, disposent parfois de moins de discernement qu'une machine ne le pourrait? Et pourtant, toutes ces personnes disposent de statut propre. Vous en conviendrez, membres de la Cour, il faut que nous prenions nos responsabilités. Parce qu'au contraire, si nous voulons avoir une mainmise beaucoup plus importante sur l'ensemble de ces technologies, nous devons agir, nous devons légiférer. Et tout ceci, le disais-je, n'est pas sans lien avec l'affaire qui nous réunit ici. Si vous le voulez bien, on peut en revenir aux faits. Le ministère public avait intenté, début janvier 2021, des poursuites à l'égard de l'ensemble des défendeurs pour homicide volontaire. Mais c'est après l'instruction que nous en avons conclu que les conditions de cette infraction n'étaient pas complètement réunies. Alors bien que l'élément matériel soit constitué par la mort de M. Brave, celui intentionnel, lui, ne l'était pas. Et c'est pourquoi nous avons d'abord requalifié les faits en homicide involontaire. Puis, nous nous sommes penchés sur chaque cas, individuellement. Et d'abord, sur celui des deux agents, M. Jean et M. Paul. Alors il est vrai, à leur égard, la situation est quelque peu délicate. En effet, les vidéosurveillances que nous avons saisies ont effectivement mis en avant la confusion de leur intervention. Et bien que celle-ci fût inéluctablement violente, elle est sans doute due à la situation anxiogène elle-même. N'oubliez pas que ces derniers sont intervenus après que le signal d'alarme qu'ils ont reçu leur indiquait l'existence d'un danger. C'est sans doute cette précipitation, peut-être aussi un peu de peur, qui les a conduits à agir ainsi. Ne sait-on pas, peut-être que leur vulnérabilité a joué contre eux, que par cette intervention, ils voulaient asseoir leur autorité, démontrer leur indispensabilité. Après tout, ce ne sont que des hommes. Et puis, on peut aussi leur imputer une faute de négligence. Parce que faisaient-ils à ce moment précis, dans leur local, où sont pourtant retransmises les images de vidéosurveillance? C'est pourtant leur travail que de surveiller. D'ailleurs, ils n'ont que ça à faire, puisqu'ils ne sont pas atteints de la maintenance de ces robots. Pourtant, ils ne l'ont pas fait. C'est pourquoi toutes ces fautes leur sont inévitablement imputables. Cependant, il est un élément que le ministère public n'a pas apporté. En effet, le lien de causalité entre cette mort de M. Brave et ses fautes n'est pas suffisamment caractérisé. Et c'est pourquoi le ministère public se reporte à l'appréciation de la Cour. Cependant, toutefois, si
si vous estimiez que, au regard de votre appréciation libre, les liens de causalité étaient effectivement existants, il vous appartiendrait d'en décider autrement. Je laisse la parole à ma substitut, Auriane. Je m'appelle Auriane Kouakou. Mesdames et messieurs les membres de la Cour, le cas qui nous réunit aujourd'hui est digne d'une œuvre de science-fiction, d'Isaac Asimov ou encore de Karel Čapek. Cependant, nous ne sommes plus dans des cas de projection rocambolesque, mais nous avons une réalité en face de nous. Un homme est mort. Sur le banc des accusés aujourd'hui figurent plusieurs acteurs, et parmi ceux-ci, le syndicat de copropriété. Nous entendons déjà les interrogations qui s'élèvent dans les esprits de plusieurs. Poursuivre un syndicat, quelle opportunité? À cela, je réponds par 5 mots, pourtant simples, mais d'une profondeur sans équivoque. La nécessité de rendre justice. Comme l'a souligné Madame le procureur, le point de départ de nos poursuites était du chef d'homicide volontaire. Cependant, les faits n'étaient pas de nature à mettre en exergue une volonté du syndicat de copropriété de mettre fin à l'existence de la victime. Ce dont nous l'accusons aujourd'hui est d'avoir fait preuve d'imprudence, et je vous démontrerai pourquoi. Les robots qui avaient au départ une fonction purement dissuasive ont eu par la suite une fonction répressive. En effet, ils se sont vus reconnaître le droit de neutraliser un individu identifié comme armé. Cette neutralisation, avec les enjeux qu'elle comporte, a été validée par le syndic, qui est le représentant du syndicat et qui avait pour appui et même légitimité l'accord de l'ensemble des copropriétaires. La mise en œuvre donc de ce droit d'usage de la force ne relevait pas d'une volonté personnelle et isolée, mais d'une volonté collective. Il ne s'agissait pas de l'appréhension de simples objets, mais de l'appréhension d'êtres humains. Et mesdames et messieurs, la vie humaine est précieuse. La douleur de la veuve et la tenue même de ce procès, avec les enjeux qu'il comporte, en sont les preuves palpables. Si nous intentons aujourd'hui des poursuites pour cette infraction, il est inconcevable que l'acteur dont l'œuvre a engendré le cadre originel des faits ne soit pas poursuivi. Le syndicat avait connaissance de l'étendue et de l'enjeu de la tâche qui était sienne, mais il a commis une faute. Accepter que de simples robots puissent intervenir sur des êtres humains dans un domaine aussi risqué et complexe qu'est la sécurité relève de la plus grande imprudence. Et c'est pour cela que nous le poursuivons aujourd'hui pour un homicide involontaire. La défense sera certainement en désaccord avec nous et nous objectera une rigueur qui n'a pas lieu d'être, car aux yeux de certains, la relaxe de celui-ci se présente comme l'issue la plus judicieuse. Mais je réponds qu'il faut être intransigeant. Aujourd'hui, nous avons dans cette cour le cas d'un vieillard dont la vie a été retranchée, sans raison valable. Demain, nous aurons dans cette même cour, ou dans une autre, le cas d'un enfant dont la vie sera retranchée, à l'aube de sa jeunesse, car des robots, ayant agi à cause d'un syndicat de copropriété, auront confondu une âme réelle et un jouet. Le ministère public se positionne aujourd'hui comme une voix, celle d'une société soumise aux effets néfastes du progrès, qui s'accentue de plus en plus et qui demande de votre part, mesdames et messieurs, une réaction forte. Nous ne sommes pas contre le progrès, mais nous sommes contre la lâcheté face aux conséquences du progrès. Nous vous demandons donc, aujourd'hui, de condamner le syndicat de copropriété à une amende de 10 000 € et à l'affichage de cette décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication, conformément aux dispositions des articles 131-38 et 131-39 du Code pénal. Nous vous demandons que cela soit fait, afin que d'autres aient conscience que des mesures prises pouvant paraître banales ont un effet et que les actions ont des conséquences. Je vous remercie pour votre attention et je cède maintenant la parole à Madame le substitut Marine Pellerin. Je m'appelle Marine Pellerin. Mesdames, Messieurs les membres de la Cour, les robots remplacent-ils les hommes? Au regard des évolutions de la société, nous sommes aujourd'hui confrontés à un sujet nouveau qui implique de nouvelles problématiques. En effet, le législateur n'a pas entendu engager la responsabilité des robots. Ces systèmes automatisés, dotés d'une autonomie personnelle,
de discernement, de libre arbitre, d'une faculté d'intelligence et d'une fonction d'apprentissage automatique n'ont pas de personnalité juridique. C'est alors la société conceptrice qui engage sa responsabilité en cas de dommages causés par ces systèmes automatisés. En outre, la loi prévoit une sanction en cas de non-respect des diligences normales et en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence. En augmentant les facultés d'intervention du robot et en leur permettant de neutraliser autrui, la société RoboSécu-18 a indirectement causé la mort de M. Brave. La société doit répondre des conséquences de l'action de la technologie qu'elle a créée et mise à disposition du public. Effectivement, le concepteur, M. Légeroux, a commis une faute en ce qu'il a mis à disposition de la copropriété ces robots, en étant conscient du risque, mais en ne prenant pas les précautions nécessaires pour protéger les habitants ou les tiers. Lors de l'acceptation par la copropriété de l'augmentation des forces des robots, M. Légeroux a fait preuve d'aucune diligence. Sa responsabilité aurait d'ailleurs pu être engagée, mais la mise en œuvre de celle-ci apparaît sans complexe, c'est la responsabilité de la personne morale qui est acquise par la faute de son dirigeant. Assurément, ce dernier avait une obligation de diligence, d'information, de prudence et de sécurité, d'autant plus avec des objets dotés d'autant de prérogatives. Il aurait dû mettre en garde le syndicat de copropriété. La société RoboSécu-18 voudra sûrement nous faire croire que cet acte devrait rester impuni, puisqu'en l'état actuel du droit, il n'existe pas de régime juridique propre aux robots. Mais la société doit voir sa responsabilité engagée. En outre, la défense estimera que des agents humains auraient réagi de la même façon que les robots. Mais il s'avère que c'est faux. Des agents humains auraient reconnu la différence entre une canne et une arme et auraient bien compris que la canne ne représentait aucun danger. Alors pourquoi octroyer autant de pouvoir à ces robots si ce n'est pour en assumer les risques ? C'est bel et bien la société qui exerce une autorité sur ces robots, puisque c'est elle qui les a programmés, ou du moins son gérant. Elle doit donc être condamnée pour s'être laissée dominer par la technologie. Néanmoins, malgré la multiplication de leurs capacités et le développement de leur autonomie, contraint de constater qu'il existe encore un vide juridique que le législateur n'a pas entendu combler. Les robots ne sont toujours pas responsables, et pourtant aujourd'hui, ils ont causé la mort d'un individu. Cet acte de violence devrait être réprimé. Les voitures autonomes, les drones, les chirurgiens, et bientôt même les voitures volantes. Ils vous regardent, ils vous écoutent. Croyez-vous qu'ils ne causeront aucun préjudice ? Il est nécessaire de réparer les dommages causés par ces humanoïdes, car il faut le souligner aujourd'hui, les robots acquièrent une personnalité au-delà des attentes de leurs concepteurs. Il conviendrait de créer alors un nouveau régime de responsabilité. En effet, de nos jours, l'intelligence artificielle culmine en conscience artificielle. La réalité dépasse la simple fiction cinématographique. De Frankenstein en passant par iRobot, Duel ou encore Terminator, tous ces chefs-d'œuvre sont désormais détrônés par la réalité. Nous sommes aujourd'hui au tournant de notre ère. Les robots sont bien plus qu'un outil au quotidien. Mais en l'absence déplorable de systèmes juridiques prévoyant des sanctions directes pour les robots, comme leur déprogrammation ou la cession de leurs pièces, le ministère public vous demande de condamner la société RoboSécu-18 et requiert une amende de 75 000 €, l'exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans et la confiscation des robots en vertu de l'article 131-39 du Code pénal. Le ministère public vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers les équipes de défense. Est-ce que vous vous êtes mis d'accord pour un ordre de passage ? Très bien. D'accord, dans l'ordre qui a été suivi par le ministère public. Très bien. Donc vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs des jurés, quand bien même l'avocat général a requalifié l'infraction en un délit d'homicide involontaire, j'estime nécessaire de vous démontrer que l'infraction d'homicide volontaire, initialement requise contre mes clients, ne pouvait être requise. Et cela, je le fais pour écarter tous les doutes. J'interviens aujourd'hui au soutien de mes clients,
M. Jean et M. Paul, mes clients qui sont deux employés d'une société, la société RoboSécu 18. Ils sont employés en tant qu'agents de sécurité. Deux employés qui présentent à quelques nuances près le même profil, à savoir celui d'un agent sérieux, dévoué à leur travail, qui n'ont jusqu'alors fait l'objet d'aucun reproche, ni même d'aucun blâme de la part de leur employeur, et qui ne présentent à ce jour aucune condamnation judiciaire. Bref, le profil d'un employé modèle. Leur principale mission au sein de la société, c'est la protection des lieux. Pour cela, ils disposent d'un dispositif de sécurité bien complet. En effet, il y a la présence de caméras installées dans différentes parties des lieux, mais aussi la présence de deux robots dotés d'une intelligence artificielle qui leur permettent notamment d'interagir. Ces robots sont placés à l'entrée même de la propriété. Leur principal rôle, c'est de dissuader. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, je tenais à vous rappeler la complémentarité des robots. En effet, ils sont en charge d'émettre un signal d'alerte en cas de danger à mes clients, qui doivent alors immédiatement intervenir. Et c'est ce qui va se passer. En effet, un lundi soir vers 20h, l'un des deux robots émet un signal en direction de mes clients, qui sont alors dans leur local de surveillance, et une fois reçu le signal, vont immédiatement réagir. Arrivés sur les lieux, mes clients, dans la plus grande confusion, vont s'interposer tout naturellement dans la foule en panique, pour y mettre un terme, pour la dissiper. Un mouvement panique qui a été provoqué par l'immobilisation brutale de la victime, M. Brave, par l'un des deux robots. Et durant cette bousculade, malheureusement, la victime, M. Brave, va succomber à une crise cardiaque. Ainsi, il est reproché à mes clients d'être à l'origine de la mort de M. Brave. Sont-ils responsables pénalement ? Est-ce que l'infraction d'homicide volontaire est-elle caractérisée ? Peut-elle être imputée à mes clients ? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, la responsabilité pénale n'a qu'une seule source, c'est l'infraction. L'infraction, c'est la condition sine qua non de la responsabilité pénale. Et pour caractériser une infraction, il faut la réunion de 3 éléments, à savoir l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. À défaut, on ne peut caractériser une infraction. Dans le cas présent, l'infraction qui a été retenue, c'est l'homicide volontaire. L'homicide se définit comme étant l'action de tuer, de commettre un meurtre. L'homicide, elle peut être volontaire ou involontaire. En l'espèce, seul l'élément légal est établi. En effet, l'article 221-1 du Code pénal condamne et sanctionne ce crime. Pour autant, la seule présence de l'élément légal ne suffit en soi à caractériser l'infraction. En effet, l'infraction se trouve subordonnée à la présence d'un élément matériel. L'élément matériel qui est le fait générateur de la responsabilité. C'est le comportement incriminé, c'est-à-dire la manifestation extérieure d'une activité délictuelle. En l'espèce, celui-ci n'est pas démontré, puisqu'il n'y a pas d'accomplissement d'un acte positif de la part de mes clients qui aurait concouru à la mort de la victime, M. Brave. Effectivement, on ne relève pas de coups qui sont portés à M. Brave de la part de mes clients, ni encore moins de blessures qui justifieraient l'imputation d'une responsabilité quelconque à mes clients. Ce qui est d'ailleurs stipulé dans l'acquisition de l'avocat général, je cite, « La vidéo de surveillance n'a pas permis d'identifier précisément un ou des auteurs de violence. » Mais encore,
Aucun élément médical ou technique n'est apporté au terme duquel il serait démontré un lien direct entre la bousculade et la crise cardiaque de la victime. Et donc, par conséquent, il y a une absence d'une matérialité de l'infraction. On peut en déduire que cette infraction, elle ne peut être imputée à mes clients. Enfin, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, pour caractériser une infraction, encore faut-il démontrer l'intention coupable. Que signifie l'intention coupable? Des proches disaient que entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse, il n'y a qu'une différence d'intention. Une phrase qui illustre, à mon goût, de façon assez humoriste, la pensée d'Aristote, qui pour lui, l'intention fait la culpabilité et le délit. Ainsi, l'intention coupable, c'est l'élément moral qui fait référence à l'attitude psychologique de l'auteur. Pour qu'il y ait une infraction, il faut que le délinquant ait la volonté d'enfreindre les prescriptions pénales. À défaut, comme le dit De Kock, le fait de l'homme ne constitue pas un acte, mais un événement. En l'espèce, il y a également absence d'élément moral, puisqu'il n'a été démontré aucune volonté de la part de mes clients d'accomplir cet acte, c'est-à-dire aucune volonté de commettre un meurtre. Ces agents de sécurité se sont rendus dans l'unique but de protéger les personnes présentes. Car en effet, leur mission, c'est la protection des lieux, d'assurer la tranquillité des lieux. La seule volonté qui animait mes clients était une volonté de protection et non de tuer. Par ailleurs, cette volonté de protéger se révèle au travers de leur action de dissiper la foule présente et de mettre un terme aux troubles causés par le comportement d'autres protagonistes. En outre, mes clients ne connaissent pas la victime. Aucun élément dans le dossier ne vient démontrer qu'il aurait souhaité son décès, ou encore moins tirer un quelconque profit. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, l'infraction d'homicide volontaire ne peut être caractérisée. Et donc, la responsabilité pénale de mes clients ne peut être engagée. Par conséquent, vous devrez acquitter mes clients. Tout comme l'infraction volontaire, d'homicide volontaire, le délit d'homicide involontaire doit être aussi écarté. Pour cela, je laisse la parole à ma consoeur qui va s'attacher à vous démontrer la véracité de mes propos. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, comme vu précédemment avec ma consoeur, les éléments permettant d'établir l'infraction d'homicide volontaire ne sont pas réunis, ce qui exclut en principe une responsabilité pénale. Toutefois, comme nous l'avions envisagé, le ministère public, ici présent, soulève l'infraction d'homicide involontaire. Il m'appartient de vous éclairer à ce sujet, et au vu des faits, je peux vous assurer qu'aucun des éléments constitutifs d'une infraction quelconque ne sont caractérisés. L'article 121-3 du Code pénal énonce, je cite, « Il n'y a point de crime ni de délit sans intention de le commettre ». La notion d'intention paraît ici centrale. Elle doit nécessairement être prouvée par des éléments fermes et non de simples suppositions. Bien sûr, au vu des peines qu'encourent mes clients. La faute non intentionnelle doit évidemment être inconsciente. Elle le sera lorsqu'un automobiliste grille un passage, stop, et franchit l'intersection en engendrant un accident par simple inattention ou fatigue. Néanmoins, la faute non intentionnelle, l'imprévoyance, ne doit pas être consciente. Elle le sera dans ce cas-là lorsque l'automobiliste franchit cette intersection stop
en ayant conscience de violer le code pénal, le code de la route. À ce sujet, le législateur admet une exonération spécifique concernant cette faute d'imprudence. Toujours au même article précité, je cite, « L'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. » Je vous demande à vous, Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, Mesdames, Messieurs le juré, qu'est-ce qu'une diligence normalement attendue d'une personne? Se comporter en bon père de famille ou le simple fait de respecter son temps de travail, ses fonctions, son poste. Je vous laisse apprécier de cette notion in abstracto ou bien in concreto, tout en vous rappelant ici que mes agents ont bien respecté les directives qui leur étaient données, c'est-à-dire d'agir au signal d'alarme émis par les robots, ainsi que d'intervenir pour écarter la foule dans le but de protéger la sécurité et la tranquillité des lieux. En outre, il ne peut être en aucun cas reproché à mes clients une faute d'imprudence. Leur fonction première était la sécurité des lieux. Ce pourquoi ils sont engagés n'est-elle pas primordiale? De plus, la formation de la foule présentait un danger, une imprévisibilité. Donc il leur revenait ce pouvoir de dissipation. Il apparaît en outre que leur obligation de sécurité ou de prudence soulevée s'analyse plutôt comme une obligation de moyens que de résultats. Ces agents ne sont pas non plus dotés d'une capacité à anticiper les agissements du robot. Ils n'ont aucun rôle préventif attitré. Ils ne peuvent agir de leur propre initiative sans signal donné. Il semble nécessaire d'ajouter que du fait du développement de nouvelles technologies, notamment de la robotique, de nouvelles questions de responsabilité surviennent et apparaissent complexes à résoudre, notamment sur le fait qu'il est inconcevable d'attribuer une personnalité juridique à un robot. L'intention, à proprement parler, ne peut être qu'humaine. L'autonomie du robot se heurtera toujours à l'intervention de l'homme. En effet, le robot n'ayant pas de conscience, il revient systématiquement à l'humain de démontrer qu'il n'avait pas l'intention de commettre l'infraction. Pour illustrer mon propos, je vous propose la métaphore du marteau-piqueur qui attaque une banque, le coffre-fort d'une banque, évidemment. Personne ici ne pourra rechercher la responsabilité de l'outil. On reviendra forcément à la volonté de l'homme. La recherche de responsabilité peut d'ailleurs se complexifier, s'agissant d'intelligence artificielle, lorsque la machine a procédé à une phase d'apprentissage autonome, dite deep learning. À ce propos, le décès causé en mars 2018 par une voiture autonome exploitée par Uber en Arizona illustre bien ce propos. Un réglage trop souple a contribué à la survenance du dommage, en plus d'une possible inaction d'un agent de contrôle humain. Là encore, le cadre juridique manque pour démontrer ce qu'est réellement une obligation de prudence. Cette évolution possible de l'autonomie de la machine peut, d'une certaine manière, nous donner l'impression d'écarter la responsabilité du fait de l'homme. Or, il est un fait que dans la programmation, on en reviendra toujours à la main de l'homme. Je me permets de vous poser une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt arrêter de toujours vouloir rechercher un responsable? Est-ce que vous avez des éléments dans le dossier permettant d'établir une infraction à l'encontre de mes clients? Non, a priori. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que le texte de la loi nous dit qu'il faut, pour établir un homicide volontaire, un élément légal, un élément matériel et un élément intentionnel.
De la même façon, s'agissant de l'homicide involontaire, on ne peut retenir de responsabilité sans faute non intentionnelle. L'absence d'éléments juridiques concrets conduit à une déresponsabilisation pénale, puisque, comme vous le savez, nous sommes en droit pénal et la loi pénale est d'interprétation stricte. Messieurs, dames, vous avez là tous les éléments vous permettant qu'une chose, c'est d'acquitter messieurs Paul et Jean pour homicide volontaire comme involontaire. J'entends que le ministère public invoque l'homicide involontaire, apparaissant comme un fondement très fragile, puisqu'ils n'ont aucun élément concret à établir contre nous. Il faut garder à l'esprit que le principe, c'est la présomption d'innocence, et qu'il appartenait alors, le cas échéant, au ministère public de prouver par des éléments juridiques concrets, exécutoires, une faute de notre part. En cas de doute, vous le savez, ce doute profitera toujours à l'accusé. Ici, l'infractus de M. Brave peut être dû à divers éléments, faute de précision dans l'expertise médicale. Ça peut être dû à la vieillesse, ça peut être dû à des antécédents médicaux inconnus, ça peut être dû à la contrariété ressentie par la présence du robot, ça peut être dû à une prise de conscience du changement de génération ou tout simplement d'une contrariété ressentie par rapport à sa vieillesse. Moralement, il apparaît concevable que cette solution puisse choquer, certes, mais nous sommes dans une enquête judiciaire et il faut donc s'en tenir à la lettre de l'ordre. On ne peut condamner comme bon nous semble. Nous ne sommes pas au café du commerce. Enfin, et je finirai sur ces mots, il faut toujours garder à l'esprit que la liberté est la chose la plus importante que l'homme puisse avoir sur Terre. Une responsabilité pénale en la matière a des conséquences fortes, outre pécuniaires. C'est surtout la liberté, valeur fondamentale républicaine, qui est remise en cause. Vous savez ce que risquent ces hommes assis sur le banc des accusés ? 30 ans d'emprisonnement pour homicide volontaire, pour meurtre, 3 ans pour homicide involontaire, porté à 5 lors d'une violation d'une obligation de prudence ou de sécurité. En quoi consiste la détention ? Une autorisation pour prendre la douche, payer pour regarder la télévision, être enfermé 24 heures sur 24, sauf des temps de promenade bien précis, être loin de sa famille, de ses amis, de ses proches, et tout cela ne semble avoir de prix. Comme l'illustrait si bien Joseph Lallier, il vaut mieux pardonner que de châtier quand l'intention n'est pas mauvaise. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, vous n'avez donc pas d'éléments concrets pour condamner Paul et Jean, et vous devrez donc les acquitter des crimes et des délits qui leur sont reprochés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, maintenant, cette deuxième équipe de défense. Très bien. Vous avez la parole. Je suis Mathieu Virin. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour, Mesdames, Messieurs les membres du jury, j'interviens au soutien des intérêts du syndicat de copropriété qui, composé de l'ensemble des copropriétaires, est chargé de la conservation de l'immeuble et de la défense des intérêts collectifs de l'ensemble des copropriétaires. Il m'est étrange de devoir plaider devant cette cour aujourd'hui pour défendre mon client, alors qu'on ne peut retenir contre lui ni qu'il n'a fait de victime, ni qu'il n'a commis de faute, et ainsi qu'aucune intention coupable ne puisse transparaître. Le soir du 8 janvier 2021, alors que M. Edmond Brave se rendait au théâtre avec sa femme, un accident est survenu avec le dispositif de sécurité. Un accident dont les fins tragiques sont connues de tous, mais dont les circonstances floues et incertaines ne peuvent rendre responsable mon client. Cependant, le ministère public cherche avec difficulté à faire porter la responsabilité de ce terrible événement sur mon client. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mon étonnement face à cette requalification demandée par le ministère public, alors même que nous arrivons au terme d'une longue procédure. Permettez-moi également
de souligner le non-respect criant des droits de la défense quant aux délais dans lesquels nous sont parvenus des éléments très importants. Je pense notamment aux résultats de l'autopsie réalisée sur M. Edmond Brave ou encore au comique examen de la personnalité des robots. Sans perdre de vue l'accusation d'homicide volontaire portée contre mes clients, il est nécessaire de rappeler ce en quoi consiste concrètement cette infraction. Le Code pénal expose les deux conditions nécessaires pour qu'un fait matériel puisse être qualifié d'homicide volontaire. D'abord, il faut donner la mort à autrui. Il doit être constaté un acte physique de la part de l'auteur. Il n'est pas possible d'accuser une personne morale, en l'occurrence le syndicat de copropriété d'un tel acte. Une personne morale ne peut pas matériellement commettre un tel crime. Seule une personne physique peut matériellement commettre un tel acte. Le seul rôle concret que le syndicat de copropriétaires a pu jouer dans cette affaire, c'est avoir signé un contrat. Cependant, signer un contrat dans le but de s'offrir les services d'une entreprise locale afin d'obtenir un cadre de vie voulu paisible ne constitue en rien un acte répréhensible. Le syndicat de copropriété n'a commis aucun acte susceptible de causer la mort d'un individu, ni aucun acte démontrant sa volonté de tuer la victime. Dans le cas de l'homicide volontaire, le meurtrier doit, sous peine que cette qualification ne puisse être retenue, se rendre coupable d'un dol spécial. C'est là la deuxième condition fixée par le Code pénal. Ce dol spécial est le fait pour l'auteur de rechercher le but qui résulte de son action. Il n'est pas possible d'envisager qu'une personne morale ait commis un homicide volontaire, car cela impliquerait une intention coupable. Or, une personne morale n'a pas de volonté humaine. Elle ne peut donc pas avoir l'intention de tuer. Nous le savons tous, une personne morale n'est qu'une fiction juridique. Bien qu'elle puisse avoir une volonté distincte de celle des membres qui la composent, cette volonté doit obligatoirement être émise par son représentant. Rien dans le comportement du syndicat, ni aucune action ne montre une quelconque volonté de tuer la victime. La seule volonté dont on puisse accuser mon client est la très légitime volonté de vouloir vivre dans un cadre sûr. Aussi, le ministère public exerce une action pénale contre mon client. Mais nul n'est sans savoir que pour exercer une action pénale contre une personne morale, il est indispensable de passer par le biais de son représentant. Ainsi, pour toutes les actions en justice concernant un syndicat de copropriété, il est indispensable de passer par son syndic, le représentant. La Cour de cassation l'a d'ailleurs réaffirmé récemment, l'identification d'un représentant agissant pour le compte d'une personne morale est indispensable pour engager la responsabilité pénale de cette personne morale. Le ministère public lui-même nous l'a très bien rappelé dans ses réquisitions écrites. Or, n'étant pas passé par l'intermédiaire de mon syndic, du syndic représentant de mon client, le ministère public voit son action contre mon client entachée d'une grave incohérence. Étant donné que l'on vient de démontrer que le syndicat n'a commis aucun acte susceptible de lui voir attribuer la charge d'homicide volontaire, il va être aisé de comprendre la totale inexistence d'un quelconque lien de causalité entre son comportement irréprochable et la survenance du décès de la victime. Tout d'abord, il est indispensable de le comprendre. Il n'y a aucun lien entre mon client et la victime. Quand les faits se sont déroulés, aucun membre du syndicat de copropriété n'était présent sur les lieux précis du drame. Ensuite, n'oublions pas, le contrat n'est pas à l'origine du dommage. Le contrat n'a pas provoqué l'arrêt cardiaque dont a été victime M. Edmond Brave. Le contrat est simplement l'outil par lequel mon client a voulu accéder à des services qui n'ont pas fonctionné comme il l'aurait souhaité. Ainsi, c'est ce dysfonctionnement, ainsi que la passivité des deux agents présents sur place qui ont provoqué la mort de la victime. Il découle logiquement, au vu des faits, que le syndicat de copropriété n'a ni de loin ni de près, ni d'aucune manière que ce soit, agi au vu de mettre fin au jour de la victime. Mon client n'a, aux yeux de la loi, commis aucun acte que l'on puisse lui reprocher. Enfin, une dernière question mérite d'être posée. Peut-on démontrer avec certitude qu'il existe un lien entre l'arrêt cardiaque dont a été victime M. Brave et l'action des robots et des agents ? Il est ici question d'une personne âgée. Un cœur trop fragile
Ne serait-il pas le seul responsable d'une mort qui peut-être serait survenue, peu importe les circonstances? J'ose espérer que vous l'aurez compris. Il n'y a aucun lien entre l'activité du syndicat de copropriétaires et la mort de M. Edmond Brave. Et en l'absence de lien de causalité effectif, la Cour de cassation nous l'a rappelé, on ne peut imputer à une personne la survenance d'un dommage. Au vu de toutes ces incertitudes, je conclurai sur ces mots. In dubio pro reo. Le doute doit profiter à l'accusé. Je suis Sophie Verdier. Toutes les 2 minutes, un cambriolage est commis en France. Les nouveaux habitants de la résidence rue Édouard Branly, majoritairement des personnes âgées, désirant profiter paisiblement de la vie dans le majestueux centre historique de la ville de Bourges, ne souhaitaient pas voir leur quotidien entaché par effraction, larcin, cambriolage à main armée, et j'en passe. Les propriétaires n'ont pas attendu les statistiques pour se rendre compte de la croissance exponentielle du nombre de cambriolages. Peut-on réellement leur reprocher de ne pas souhaiter être victime de l'un des 3 cambriolages touchant Bourges chaque jour? Est-il réellement concevable de les accuser d'homicide volontaire, de meurtre? Cela n'est pas envisageable. Ils souhaitaient uniquement protéger leur copropriété afin de mener une vie paisible. C'est d'ailleurs dans cet esprit-là que le syndicat de copropriétaires, sur qui pèse l'obligation légale d'administrer et de conserver l'immeuble, a estimé qu'il était important, voire nécessaire, d'installer un dispositif de sécurité. Un dispositif de sécurité qui était à l'origine uniquement dissuasif. D'ailleurs, l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable de l'entretien des parties communes. Le syndicat, au vu des chiffres affolants du nombre de cambriolages à Bourges, était donc dans l'obligation de prendre des mesures pour sécuriser la copropriété. Cependant, s'il avait su que ces mesures allaient causer la mort d'un homme, non pas par la faute du syndicat, comprenons-le, mais bien par l'incompétence et le dysfonctionnement de la société RoboSécu, le syndicat aurait bien évidemment traité avec une autre entreprise. D'autre part, le ministère public nous a fait parvenir une expertise psychologique des robots. Pardonnez-moi, mais ne trouvez-vous pas cela étrange d'attribuer à un algorithme une psychologie? Permettez-moi de vous rappeler qu'un robot est un ordinateur, une suite de chiffres. Il ne m'est jamais arrivé de trouver mon ordinateur belliqueux. Alphonse de Lamartine avait d'ailleurs déjà diagnostiqué le problème devant lequel nous nous trouvons. Objet inanimé. Avez-vous donc une âme? Certes, aujourd'hui, certains objets s'animent. Cependant, nous ne devons pas oublier que l'intelligence artificielle reste le produit de ce qu'on fabrique. Le ministère public ressemble plus, la vie dans laquelle vit le ministère public ressemble plus à Star Wars qu'à la réalité. La question qui se pose aujourd'hui est sérieuse. Qui doit porter la responsabilité d'un litige créé par un robot, notamment d'un litige pénal, comme dans le cas dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui? Je suis bien consciente que la législation concernant l'intelligence artificielle n'est pas encore tout à fait élaborée. Cependant, nous pourrions éventuellement envisager une analogie entre les vices de fabrication et les dysfonctionnements de l'intelligence artificielle. Un humain aurait été capable de comprendre qu'Edmond Brave ne représentait aucun danger. Le robot KO a été incapable de modérer son intervention. Il a violemment maîtrisé une personne fragile. L'intervention humaine était nécessaire. Elle était d'ailleurs prévue dans le contrat. Le syndicat de copropriétaires avait exigé la présence de 2 agents. Il s'agissait d'une condition sine qua non de l'installation des robots. En n'intervenant pas immédiatement, les agents n'ont pas respecté leurs obligations.
Et c'est en rompant ces obligations que le dommage est survenu, et non dans le cadre et le respect du contrat. La partie civile a cherché à imputer à mon client la qualité de complice. Pour qu'il y ait complicité, il faut une certitude du résultat et des conséquences. En aucun cas, le syndicat pouvait imaginer qu'une telle situation se présenterait un jour à lui. De plus, il n'y avait aucune volonté de s'associer à un projet criminel. Cela l'a été démontré moult fois au cours de cette plaidoirie. La seule volonté du syndicat de copropriétaires était de protéger la copropriété. La société RoboSécu 18 tente également de nous faire porter la responsabilité des dysfonctionnements de leurs robots. Il est important de comprendre que les membres du syndicat n'avaient pas connaissance de la capacité nouvelle des robots. Initialement, il était prévu que les robots n'aient qu'une fonction dissuasive. Ce n'est que par la suite que le salarié de la société, M. Le Gurou, manifestement très inventif, a proposé de permettre au robot KO d'intervenir physiquement à l'encontre d'une personne armée. Le ministère public a d'ailleurs indiqué dans son réquisitoire que la modification du fonctionnement de KO avait été acceptée par l'ensemble des membres du syndicat de copropriétaires au cours d'une assemblée générale. Mesdames et messieurs, il s'agit d'une erreur de plus du ministère public qui n'a bien entendu pas été en capacité de prouver cela. En effet, alors qu'il appartient au parquet d'apporter les preuves, aucun procès-verbal d'assemblée générale du syndicat n'a été produit. Le syndic a accepté la modification de KO seul, dans le prolongement de sa délégation de pouvoir. Une délégation de pouvoir qui avait à l'origine été faite uniquement dans un but dissuasif. Cela démontre qu'il n'y a jamais eu aucune intention criminelle de la part des membres du syndicat. D'autre part, il incombait à la société de prévenir le syndicat que des défaillances pouvaient survenir. Il n'était pas prévu dans le contrat que le robot intervienne et maîtrise et tue une personne âgée. Le contrat prévoyait d'intervenir à l'encontre d'une personne armée, déterminée à s'introduire sans permission à l'intérieur de la demeure. La réaction des robots a outrepassé le cadre du contrat, exonérant ainsi mon client de toute responsabilité. Enfin, je souhaiterais aborder la demande de requalification de l'affaire par le ministère public en homicide involontaire. Tout d'abord, je trouve la démarche on ne peut plus facile. La seule justification dont peut se prévaloir le ministère public est de ne pas avoir trouvé assez d'éléments pouvant inculper mon client. Cela démontre la surprenante obsession erratique du ministère public de chercher absolument à faire condamner mon client. Cependant, une chose me rassure. Je suis certaine que la Cour ne se laissera pas berner par les manœuvres du parquet. D'autre part, les poursuites intentées ne sont toujours pas faites par l'intermédiaire d'une personne physique déterminée. Cette condition est également valable pour l'accusation d'homicide involontaire. Nous sommes donc en présence, une fois de plus, d'une incohérence du ministère public. Le comportement irréprochable de mon client ne peut engager sa responsabilité, que ce soit pour homicide volontaire ou involontaire. Le doute doit profiter à l'accusé. Je sollicite de la Cour l'acquittement de mon client. Merci beaucoup. Pas de manifestation, s'il vous plaît, dans l'assistance. Alors, vous vous présentez pour... Voilà, très bien. Vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, savez-vous comment est mort Philippe de France, fils de Louis VI le Gros? Il est mort d'une chute de cheval dans les rues de Paris. Triste histoire. Un cochon au coin d'une rue, le cheval prend peur, cabre, et c'en est fini du prince. L'histoire aurait pu en rester là. La faute n'a pas de chance. Le destin, la main de Dieu. Mais vous en conviendrez, elle n'aurait que peu d'intérêt. Oui, nous avons condamné le cochon.
Cochon être évidemment maléfique. Et ce n'est pas un cas d'espèce. Nombre d'arrêts à partir du XIIIe siècle relatent de tels procès, des animaux bien apprêtés que l'on présentait devant nos juridictions. Cela vous semble peut-être d'un autre temps, c'était mon avis. Je me suis dit que nous avions bien évolué, que l'irrationnel avait disparu de nos juridictions. Et nous voici ici aujourd'hui pour l'affaire RoboSécu 18. Des robots accusés du meurtre par crise cardiaque d'un vieil homme. Avec tout le respect que j'ai pour ce monsieur, un homme de 90 ans qui avait connu la guerre, je ne pense pas que ce procès soit un bon procès. Non pas qu'on ne doit pas rechercher une responsabilité, mais que cette recherche ne doit pas avoir pour obligation, de désigner un coupable. L'infarctus du myocarde est une pathologie qui correspond à un abîmement du muscle cardiaque. Il intervient lorsque le muscle cesse d'être irrigué par les artères. C'est une mort de cause naturelle qui peut être influencée par différents facteurs, tels que l'hygiène de vie, les émotions, telles que la haine, dont a notamment fait preuve M. Brave à l'égard des robots, ou encore la pollution. En France, en 2013, 15 000 personnes sont mortes d'un infarctus. Cela représente 41 personnes par jour. Maintenant, peut-on seulement chercher à provoquer une crise cardiaque? Peut-on tenter de tuer quelqu'un en lui déclenchant une crise cardiaque? Vous en conviendrez, cela me paraît absurde. Le ministère public rétorquera alors que, preuve non authentifiée à l'appui, un hématome a été retrouvé sur le corps de la victime, hématome qui pourrait être lié à l'accrochage avec le robot et qui pourrait avoir déclenché la crise cardiaque. Mais rien ne nous prouve que cet hématome provient bien du robot. Cet hématome pourrait très bien provenir de la violente bousculade qui s'en est suivie. Bousculade qui est d'ailleurs de nature à créer une situation particulièrement anxiogène. D'ailleurs, une étude parue dans une revue médicale en 2017 d'une équipe d'Harvard et de l'hôpital général du Massachusetts a mis en avant la corrélation entre la survenance de crise cardiaque et le stress. Au vu de ces éléments, mesdames, messieurs, comment être sûr que la crise cardiaque provient bien du robot? Alors, encore une fois, le ministère public rétorquera que sans les robots et sans RoboSécu, il n'y aurait pas eu de bousculade, qu'il n'y aurait pas eu d'accrochage, que, preuve encore une fois non authentifiée à l'appui, les robots auraient fait du zèle. Premièrement, sur le rapport psychologique des robots, peut-on réellement faire confiance à un tel rapport? Dans le milieu des tests psychologiques, il existe une unité qu'on appelle la fidélité. Cette unité, comme son nom l'indique, sert à mesurer la fiabilité d'un test. Mais dès lors qu'on a besoin d'une unité pour mesurer la fiabilité d'une chose, comment faire confiance à cette chose? Et comment faire confiance à une chose de base peu fiable, qu'on applique non pas sur des humains, mais sur des robots qui ont un système décisionnel binaire? Les robots n'ont pas d'émotion. Et admettre cela, vous en conviendrez, serait, à l'heure actuelle, surestimer notre technologie. Les robots n'ont aucunement eu un excès de zèle. Ils ont répondu à une situation logique qui se présentait devant eux. Mesdames, Messieurs, je vous le demande, auriez-vous agi différemment? Mis en joue? Honnêtement, je pense que votre réaction aurait été différente. Vous n'auriez certainement pas pris le temps d'effectuer des sommations. Votre instinct aurait pris le dessus et vous seriez directement intervenu. Alors, encore une fois, l'arme était factice, c'est un fait, je le reconnais. Je suis d'accord avec le ministère public. Mais, encore le 18 mars dernier, un Burger King était braqué sous la menace d'un jouet. En France, chaque année, plus de la moitié des petits braquages sont commis avec des armes factices. Si nos petits commerçants remettent leur fonds de caisse sous la menace d'armes factices,
c'est bien qu'ils craignent pour leur vie. Au vu de ces éléments, comment peut-on encore accuser la société RoboSécu18 d'homicide volontaire? L'absence d'éléments matériels est flagrante. Aucun acte de nature à entraîner la mort et aucun lien entre la mort et la société. Et il ne faut pas oublier l'élément moral. Où voyez-vous la volonté des robots? Elle est inexistante. On ne peut pas dire ou prétendre qu'ils ont cherché à tuer M. Brad. On marche sur la tête. Et admettre que M. Leigeroux aurait eu cette volonté et l'aurait inscrit dans le programme des robots serait, au vu de l'autonomie des robots et de leur méthode d'apprentissage de deep learning, vous en conviendrez, tiré par les cheveux. L'homicide involontaire n'est pas plus probable. Aucune faute, aucune négligence de la part de RoboSécu18. Et encore une fois, un manque cruel de lien de causalité entre la mort et l'accrochage avec le robot. Finalement, comme par le passé, ce qui est recherché à travers RoboSécu18 aujourd'hui, c'est un bouc émissaire pour une mort qui relève de la tragédie. Sur ce, je vous remercie et je laisse la parole à Maître Breteau. Mesdames et messieurs de la Cour, nous sommes aujourd'hui réunis pour un procès qui nous semble dénoué de toute réalité juridique. Comme mon confrère vient de vous le présenter, le ministère public nous accuse via des preuves dont l'élément probant n'est clairement pas authentifié. Mais le ministère public se garde aujourd'hui de nous démontrer que la responsabilité pénale de la personne morale RoboSécu18 est possiblement engageable. Celle-ci doit répondre à différents critères. D'une part, l'infraction doit avoir été commise par un organe, un représentant ou encore un individu exerçant effectivement des fonctions de direction et de contrôle de la société. Il est incontestable que M. Leigeroux exerce de telles qualités au sein de RoboSécu18. Pour autant, QI et KO sont dotés d'une intelligence artificielle dite de deep learning, d'apprentissage par l'exemple. Se retrouvent au sein des robots des couches de neurones qui apprennent chaque jour et se développent chaque jour par les exemples qui leur sont confrontés. Monsieur Leigeroux se retrouve aujourd'hui accusé par le biais de la société qu'il a contribué à bâtir d'un homicide involontaire, d'une mort, qui n'est due, excusez-nous du terme, qu'à une défaillance interne de la victime. Monsieur Leigeroux est altruiste, doté d'une volonté sans faille de progressisme. Et il n'est clairement pas établi à 200%, or le doute profite à l'accusé, que M. Leigeroux aurait inséré au sein de QI et KO, volontairement ou par une mégarde particulièrement grave, un programme tendant à la mise à mort ou à la mise en danger d'un tiers. Qui plus est, l'infraction doit avoir été commise dans l'intérêt de la personne morale. Excusez-moi, mais à partir de quel moment une entreprise a-t-elle un intérêt à se voir accusée d'un homicide involontaire, de se retrouver aujourd'hui sur les bancs des prévenus du fait d'une crise cardiaque? À partir de quel moment une entreprise dont les ambitions sont aussi larges que le domaine de l'intelligence artificielle et de la robotique retire-t-elle un intérêt à être aujourd'hui accusée d'une mort qui n'est sans lien direct de causalité avec l'inventivité dont elle fait preuve? Aujourd'hui, nous ne sommes pas présents pour le procès de RoboSécu18. Non. Nous sommes ici car le ministère public mène une croisade contre l'intelligence artificielle. Il est clair que tous leurs arguments reposent sur un vide juridique sans fond. Que sont les robots? Sont-ils des armes, comme le souhaiterait la partie civile? Sont-ils des choses, des êtres humains? Sont-ils un tas de ferraille, comme le revendiquait avec véhémence la victime? Nous n'en savons rien. Or, sans auteur, point d'infraction. Il est aujourd'hui incontestable que nous ne voulons pas être les spectateurs d'une décision qui serait une erreur judiciaire sans nom et qui contribuerait à mettre un frein considérable aux technologies de RoboSécu18. Non. Nous voulons être les acteurs d'un procès par lequel les tribunaux montreraient leur encouragement à développer un quelconque cadre juridique permettant une meilleure cohabitation entre les robots et les humains. Vous vous inscririez ainsi dans la démarche du Parlement européen qui par plusieurs résolutions,
notamment une en février 2019, a invité la Commission européenne à statuer sur cette question, en rappelant une chose essentielle. Nous ne sommes plus dans la science-fiction. Les robots sont notre futur. Le futur de vos enfants, le futur de nos enfants, le futur de notre pays. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui prendre une décision qui, à long terme, impacterait considérablement le développement et la technologie. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser quelques questions. Avons-nous fait le procès du médecin ayant transplanté le premier cœur artificiel et dont le bénéficiaire est des années après décédé? Nous ne l'avons pas fait. Au nom de quel droit la justice française rendrait-elle aujourd'hui une décision qui contribuerait à freiner l'innovation technologique? Cette même innovation technologique qui, par des robots, pourrait aller chercher nos otages au Sahel sans ramener dans le même avion des militaires décédés. Une innovation technologique qui, dans le contexte de menaces terroristes que nous connaissons tous, pourrait sans doute éviter des tueries de masse comme nous avons connu le 13 novembre 2015. Je ne veux ici atteindre à la mémoire d'aucune des victimes, mais qui nous dit que le soir du 13 novembre 2015, à l'entrée du Bataclan, s'il n'avait pas été posté QI et KO, n'aurait-il pas pu reconnaître le commando de terroristes, du moins neutralisé jusqu'à l'arrivée de la police? À l'aube du développement de la 5G et de son déploiement, nous freinerions une avancée technologique qui contribuerait à installer dans les ambulances du SAMU ou des pompiers des robots commandés à distance par des chirurgiens pour intervenir immédiatement sur les victimes en urgence absolue. Toutefois, si et seulement si vous considériez que QI et KO sont des êtres humains, que doit leur être appliqué le droit pénal qui nous est appliqué? Ont-ils la majorité pénale? Devons-nous demander à la Cour une radiographie de leur armature pour attester de leur âge? Sommes-nous donc devant la bonne juridiction? Tant de questions sans réponse. Et si, et seulement si, vous les considériez comme des êtres humains, le code pénal et le code de procédure pénale leur seraient alors applicables. Et en vertu de l'article 73, n'auraient-ils pas agi dans leur bon droit? Celui-ci dispose que tout individu, témoin d'un crime ou d'un délit flagrant, est en droit de neutraliser l'auteur pour l'apporter à l'officier de police judiciaire le plus proche. Dès lors, le comportement de la victime, outrancier, injurieux, menaçant, discriminant à l'égard des robots, tas de ferraille, terminator de pacotille, ne justifie-t-il pas l'intervention de KO? Qui plus est, vous comme nous, si nous nous baladions aujourd'hui dans la rue et que nous voyions un homme avec une canne, dans le contexte que nous connaissons, une canne qui d'extérieur s'apparenterait à une arme, n'aurions-nous pas envie de maîtriser cet individu? Dès lors, l'intervention de KO, justifiée, proportionnée, nécessaire en vertu du contrat passé avec le syndicat de copropriété, n'était-il pas justifié? Qui plus est, y a-t-il un lien clair de causalité entre la crise cardiaque, l'infarctus du myocarde de M. Légeroux et le comportement de KO? Il n'y en a aucun. Aujourd'hui, pour nous, ce procès, au-delà des atteintes manifestes aux droits de la défense dont a fait preuve le ministère public avec ses requalifications et des preuves plutôt bancales, est une atteinte pour nous à la liberté de l'industrie, au développement, au progressisme que nous devons accepter. Et nous devons l'accepter même dans le domaine du droit. La justice prédictive nous fera gagner à tous un temps considérable. Nous demandons donc à ce que la société RoboSécu18 soit acquittée et de débouter le ministère public ainsi que les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes, car il n'y a pas de lien de causalité, pas de responsabilité pénale de la personne morale RoboSécu18 et clairement pas d'infraction. Et je terminerai par vous dire que le droit français ne doit pas toujours chercher un auteur à une mort qui n'est due qu'à une crise cardiaque, à une mort qui ne peut pas toujours être expliquée. Il n'y a pas toujours d'auteur à tout. Voilà. Je vous remercie. Alors, c'était la dernière intervention. Alors, je me retourne du coup vers les membres du jury, s'ils veulent poser des questions, des observations.
personnes. Je les ai notées. Voilà, je les ai mis de côté. À mademoiselle, c'est Canero, c'est ça? Canero, qui est intervenue en premier. Voilà, merci. Vous avez évoqué plusieurs fois une notion, en parlant parfois de délégation de pouvoir, de délégation de responsabilité. Alors, j'aimerais que vous précisiez un petit peu et que vous nous indiquiez si c'est systématique entre l'employeur et l'employé. Oui, vous faites partie de l'équipe, on n'a pas eu l'occasion de vous entendre, vous faites partie des recherches. Je précise bien sûr qu'il y a une personne en plus dans chaque groupe qui participe activement à la recherche, à l'analyse et à la préparation. Ça nous donne l'occasion, on vous écoute. D'accord. Alors, une dernière question au groupe, puisque c'est toujours aux parties civiles. Vous n'avez pas évoqué la notion de garde de la chose, parce que, à moins que vous considériez que le robot n'est pas une chose. On aurait pu, j'ai évoqué d'ailleurs un guide législatif, un guide juridique, jurisprudentiel, on aurait pu évoquer cet aspect de garde de la chose à partir du moment où on considère un robot comme une chose. Soit, qu'est-ce qu'on peut considérer comme une chose? On peut considérer comme une chose une voiture, on peut considérer comme une chose une grue, on peut considérer comme une chose tout objet. Le robot, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une grue, c'est un objet certes, mais qui évolue, qui apprend, qui réfléchit, qui s'adapte à une situation donnée. Et pour moi, on ne peut pas le considérer comme une simple chose. Et toute la responsabilité du gardien de chose, donc vous le rapprochez plus du statut de l'animal? Sur la définition d'une arme. En identifiant le robot comme... Une voiture ne peut pas être une arme. Une voiture peut être une arme, seulement elle n'a pas la possibilité de réfléchir. Elle est autonome, elle n'a pas la capacité de choisir, d'agir. D'accord, merci. Enfin, je voulais effectivement poser une question sur la délégation. Alors moi j'ai une question au conseil de la société Roboticu. Madame Bresso, vous évoquiez que l'infraction n'avait pas été commise dans l'intérêt de la personne morale, si je ne me trompe pas, parce que celle-ci n'avait aucun intérêt aux poursuites licides involontaires. Est-ce qu'on ne peut pas rechercher cet intérêt dans le fait de déployer ces robots et d'aller même au-delà de ce qui était apparemment convenu, leur donner une certaine autonomie sans vraiment prévoir quelque assistance, quelque contrôle que ce soit? Alors, l'assistance et le contrôle a toujours été prévu en vertu du contrat avec le syndicat propriétaire. Ils ont donné leur rapport, on a même le conseil, puisqu'il n'y a pas de procès verbal, ils ont toujours donné leur accord à ce que soient augmentées les prérogatives du juge et des chaos. Il n'était en aucun cas utile à la société qu'aujourd'hui elle se retrouve accusée, c'est clair. Il lui était utile de développer les robots, puisqu'elle n'a pas que cette ambition sécuritaire, mais nous ne voyons pas en quoi il y a un quelconque intérêt à une entreprise de se retrouver aujourd'hui accusée de tel homicide, puisque au contraire, ça lui permet d'immenses parts du marché, ça montrerait qu'elle n'est pas fiable
contrôlés par des caméras de sécurité et des agents qui ont été prévenus d'une telle intervention. Pas d'autres questions? Pas de questions? Oui. Oui, je vous remercie. Moi, j'ai une question à l'équipe du ministère public qui s'était quelque peu éreintée par les avocats de la défense, donc qui doivent ronger leurs freins pour répondre. Moi, j'ai une seule question à vous poser. J'aimerais que vous puissiez expliquer à la Cour les raisons qui vous ont conduit à engager les poursuites, à n'engager les poursuites que contre la personne morale, RoboSécu 18, et pas contre Monsieur Légeroux, qui, selon les informations qui ont été communiquées, a pris un certain nombre de dispositions pour faire évoluer les robots qui ont été créés par sa société. Alors, je pourrais vous répondre que ce n'était pas prévu par le cas pratique, mais je préférerais vous répondre que depuis la loi Fauchon du 10 juillet 2000, il est plus simple d'engager la responsabilité de la personne morale, puisque cette loi a modifié l'article 121-3, et il aurait fallu prouver qu'il y avait une délégation de pouvoir pour M. Légeroux et qu'il avait une connaissance du risque. Personne ne veut rajouter ce qui a été dit? D'accord. Une autre question? Je sens que vous avez une question rentrée. Oui. Nous sommes dans un procès pénal. Et pourquoi le ministère public n'invoque-t-il aucun régime de responsabilité civile? Est-ce que c'est impossible? Question théorique. Est-ce que ça aurait été possible? Question pratique reliée au cas. Si je puis me permettre, le cas est complexe. Je crois qu'en mai, nous sommes mis beaucoup de gens à temps. Mais néanmoins, nous avons recherché des pistes. Et je pense que nous l'avons fait de manière très large. Nous sommes basés sur le droit au-delà de la France. Et chaque pays a un droit différent. Il semble qu'en France, l'appréciation de la chose est elle aussi différente. On a donné un statut propre aux animaux, mais on ne peut pas le passer à ces robots. Il y a encore des choses qui sont totalement différentes. Le statut de la chose ne vient-il pas précisément de la responsabilité civile? Mais la question est celle de l'autonomie. Que la chose n'a pas. La chose n'agit pas avec cette autonomie que les robots avaient ici. Et qui ont la complexité ici de ce cas. Pourquoi nous n'avons pas cherché à appliquer un certain régime, mais au contraire à en proposer un nouveau. Ce serait pour l'équipe de défense de la société Robot 18. Est-ce que vous ne pensez pas que la société a un intérêt économique à partir du moment où il met sur le marché des produits qui sont achetés? La société a effectivement un intérêt économique à voir ces robots se populariser. Mais lorsqu'elle augmente ses capacités, cela peut aussi engendrer des problèmes comme celui-ci. Et c'est nullement dans notre intérêt. Aujourd'hui, le fait est que nous avons voulu répondre à des problèmes qui auraient pu se poser et qui, comme le cas présent, étaient éloignés de notre juridiction en faisant s'apparenter peut-être les robots à des êtres humains et en voulant les faire réagir, mais cela nous pose effectivement plus de tort qu'autre chose. Nous avions agi dans une volonté altruiste, d'intérêt général, et au final cela nous dessert. Donc ce n'est, à mon avis, nullement dans notre travail. Merci. D'autres questions? Pas de questions? Eh bien, écoutez, on va peut-être se retirer pour délibérer, alors. L'audience est reprise le soir. On leur demande de venir se mettre devant nous. Bon. Alors, je vous remercie de bien vouloir vous approcher de la barre pour entendre les verdicts de notre... Donc, approchez-vous de la barre.
Alors, voilà. Tout d'abord, le jury a été impressionné par la très grande qualité, aussi bien de la préparation, et même, je n'étais pas là l'année dernière, mais ceux qui ont déjà délibéré ont constaté une augmentation significative du niveau, et je tiens le jury tient à vous en féliciter, ainsi que du travail que vous avez fourni et qui est, encore une fois, de très grande qualité. Alors, tout d'abord, nous avons délibéré sur l'affaire qui vous était soumise et pour laquelle vous êtes intervenu à des titres divers, et la Cour, considérons-la comme telle, retient la qualification d'homicide involontaire, déclare que la relaxe des prévenus, du coup, parce que les éléments constitutifs ne sont pas réunis. Et il renvoie donc le ministère public à mieux se pourvoir et renvoie à une audience ultérieure sur les intérêts civils. Voilà en ce qui concerne l'affaire. Alors en ce qui concerne votre prestation, avant de remettre et de déclarer les lauréats, le comité, la Cour voudrait remercier tous les coachs, tous ceux qui ont aidé à préparer ce travail cet après-midi, et notamment Monsieur l'avocat général Mazot, Madame Marion Gentil, qui est juriste assistant, et Maître Lamour, Maître Barré et Maître Thévenard, qui sont avocats au barreau de Bourges et qui ont contribué à la réussite de cette épreuve. Alors, après en avoir délibéré, le jury décerne le prix du meilleur mémoire, de la meilleure équipe, à l'équipe qui soutenait les intérêts du syndicat de copropriétaires, et donc remet le décerne à Paul Godet, je viens vous approcher, à Mathieu Virmont, et à Sophie Verdier le prix de la meilleure équipe. Alors ensuite, allez, on va remettre le prix spécial du baron, voilà. Alors ensuite, le jury décerne le prix spécial du jury, prix du barreau, à Marie Breteau. Et enfin, le prix d'éloquence est décerné à Oriane Kouakou. Oui. Vous voulez intervenir pour dire ça, oui, tout à fait. Alors, je voudrais juste ajouter, à la suite donc de ces remises de prix et de félicitations, que les lauréats pourront, et se sont fait connaître, effectuer un stage, soit au sein d'un tribunal de grande instance, enfin du tribunal de grande instance, tribunal d'instance, mais également auprès d'avocats, et je crois que pour l'un d'entre vous, au commissariat de police. Donc ça sera un plaisir de vous retrouver, de vous revoir, et puis de vous permettre de mieux connaître les fonctions judiciaires, qu'elles soient pénales ou civiles, et peut-être de confirmer si certains d'entre vous ont déjà des idées de carrière. Donc c'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons prochainement au sein de nos juridictions pour vous permettre de poursuivre sur votre lancée. Voilà. Et puis ce concours d'éloquence 2019 va se terminer
terminé de l'autre côté du couloir par un petit cocktail amical. Nous invitons toutes les personnes à venir échanger sur cette journée qui a été riche, en tous les cas, en émotions et vraiment en travail très très important. Et je laisserai le mot de la fin à Monsieur Garapon pour clôturer cette journée. Non, pour vous renouveler mes félicitations. Vous savez, je suis magistrat et je fais la radio depuis 20 ans. Je suis très soucieux du maintien du niveau de la langue française, et je vous redis que vous m'avez impressionné, la plupart d'entre vous, pour votre maîtrise de la langue. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous reporter aux règles anciennes de la rhétorique. Vous savez, l'art que vous avez pratiqué devant nous est en réalité un art extrêmement ancien qui est indissociable de l'argumentation. C'est la rhétorique d'Aristote, la rhétorique classique. Et j'ai remarqué chez certains d'entre vous une maladresse qui n'était pas une maladresse du tout dans l'argumentation, ni dans la diction, en faisant peut-être une petite attention aux liaisons. J'ai remarqué pas mal de liaisons un peu hasardeuses. Et vous savez, à la radio, les liaisons, c'est très difficile, l'art des liaisons, parce qu'il faut la pratiquer très légèrement, et surtout ne pas se louper. Et donc ne pas mettre de Z, ce que vous semblez beaucoup aimer. Donc il y a parfois une liaison, c'est marqué la syncope, précisément, parce qu'il n'y a pas de liaison à faire, ce sont deux voyelles. Donc ça, c'est un petit truc. Un deuxième truc, qui n'est pas un truc, qui est très important, et je pense par exemple à la prestation, je crois, de Zina pour le ministère public. Il faut commencer par la captatio benevolentiae, c'est-à-dire capter l'attention de la personne à laquelle on s'adresse, développer son argumentation en mettant bien en ordre les types d'arguments qu'on emploie. C'était la recommandation d'Aristote, qui donne d'ailleurs avec une méprise, parce que les mots ont changé de sens. Et puis enfin, la péroraison pour terminer et clôturer. Et votre prestation, qui était très bonne, ce qui ne collait pas, c'est que vous avez commencé par la péroraison avant d'exposer l'argumentation. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, où que vous soyez au barreau, dans la magistrature ou même ailleurs, d'ailleurs, je suis persuadé qu'à l'avenir, la maîtrise de notre belle langue française, la maîtrise des règles très classiques et qui sont toujours pertinentes de la rhétorique, c'est-à-dire de la présentation de son argumentation, qui encore une fois est indissociable de la puissance de conviction de son argumentation au fond, eh bien reste la meilleure des formations pour l'éloquence judiciaire. Donc je ne saurais trop, toutes mes félicitations encore, continuer, même pour ceux qui n'ont pas été formellement primés. On a beaucoup hésité en raison de la qualité de ce qui a été présenté, et surtout continuer à travailler au fond, ce qui est une part, à mon avis, importante et malheureusement insuffisamment enseignée de l'art judiciaire. Merci encore.